Bon, je pense que je vais commencer le cours. Bien, donc je vais commencer le cours. Bon, pour l'enregistrement, c'est un peu lent parce qu'il faut aller sur... il faut se connecter avec le compte Google, etc. et autoriser des autorisations. C'est pas grave, je vais l'enregistrer plus tard et je vais vous l'envoyer la vidéo. Donc, comme on est là aujourd'hui, donc j'aimerais bien faire un cours online. Bon, après, bien sûr, je peux vous envoyer des vidéos. On va tester donc aujourd'hui de faire un cours en ligne. La séance de 9h40, elle m'arrange bien. Si vous voulez qu'on la maintienne pour vos questions après, pour la séance live, moi, elle m'arrange bien. Donc, oui, donc merci Shahrazad, elle vient de me dire, j'ai lancé l'enregistrement chez moi. Donc, si tu peux après m'envoyer l'enregistrement ou l'envoyer à tes camarades comme support de cours, sinon je le ferai pendant le week-end. Donc, je pense que la plupart des étudiants sont là. Donc, on va commencer donc, le premier chapitre, le chapitre 0. Donc, envoyez-moi juste un OK si tout le monde arrive à voir le fichier PowerPoint partagé. Très bien, donc on va commencer. Donc, s'il y a un souci, comme j'arrive pas moi à voir après la fenêtre du Google Meet, s'il y a un souci au niveau du cours, si vous n'arrivez pas à suivre, s'il y a des questions, vous m'interrompez, d'accord? Vous m'interrompez pendant le cours. Donc, je vais commencer le cours. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un chapitre, le chapitre 0. C'est un chapitre introductif qui traite de toutes les notions générales relatives au réseau. Alors, je souhaiterais que les étudiants soient présents à chaque fois n'acceptehom. Comme ça, je ne pourrai pas lancer le cours, revenir vers le cours. Bien. Chapitre 0, donc, nous allons traiter la téléinformatique et les réseaux en général. D'accord? Alors, on commence d'abord par le télétraitement. Donc, comme je l'avais dit auparavant, ce module-là, c'est un module qu'on faisait les années précédentes sous le nom de télétraitement. Pourquoi? Parce qu'il traitait la transmission de la donnée à distance. Donc, l'informatique, c'est quoi? L'informatique, c'est le traitement de la donnée localement sur les PC. Alors que le télétraitement, c'est
donc la téléinformatique, elle s'occupe du traitement de l'information sur un ordinateur distant. Donc il s'agit là de transmettre l'information sur un support distant. La télécommunication, quant à elle, s'occupe des moyens techniques et matériels pour assurer le transport de l'information. Donc quand je dis télécom, je parle beaucoup plus de moyens, donc de routeurs, de commutateurs, de tous les moyens physiques, les composants physiques qu'on implémente pour transférer de la donnée. Quand je parle de l'informatique, c'est plutôt le traitement local de la donnée. Donc, quand on mixe ces deux notions, l'informatique et la télécommunication, quand on les mixe ensemble, quand on fait un mariage de la télécommunication et de l'informatique, on obtient donc cette discipline qu'on essaye d'introduire dans ce module-là, c'est la téléinformatique. Donc la téléinformatique s'occupe du traitement de l'information sur un ordinateur distant et bien sûr, elle est étroitement liée à la notion de réseau parce que je ne peux pas parler de transmission de données entre deux entités, une source et une destination, sans parler du réseau lui-même, du câble, du lien, des équipements terminaux qui se trouvent à l'extrémité d'une communication. Voilà. Donc, la téléinformatique, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mélange ou un mariage entre l'informatique et la télécommunication, et elle s'occupe du traitement de l'information sur des ordinateurs distants. Maintenant, les réseaux, on va passer au réseau. Alors, c'est quoi un réseau informatique? Un réseau informatique, c'est une connexion de plusieurs terminaux. C'est une connexion de plusieurs terminaux pour former un ensemble communicant. En premier lieu, ce fut l'apparition des réseaux locaux. Vous m'excusez 2 minutes. Donc, excusez-moi, donc je disais, les réseaux informatiques représentent la connexion de plusieurs terminaux pour former un ensemble communicant. En premier lieu, donc, au début, ce fut l'apparition des réseaux locaux. Donc, on essayait de connecter quelques machines dans un espace vraiment réduit. Ensuite, donc ces réseaux étaient souvent des réseaux de maisons ou propriétaires. Ensuite, la notion de réseau, elle s'est élargie et on a éprouvé le besoin d'échanger des informations entre des sites distants. C'est-à-dire que maintenant, toutes les entités communicantes se trouvent donc un peu partout dans le monde. Les réseaux moyenne et longue distance commencèrent à voir le jour. Et aujourd'hui, pratiquement quand on parle de réseau, on fait référence à l'Internet, c'est-à-dire on parle des réseaux à l'échelle planétaire. Ils sont composés de terminaux. Comme vous voyez donc dans la figure, le web client ici, un web client, c'est un terminal. Le file client, c'est un terminal. Le serveur de fichiers, file server, c'est un terminal. Le serveur email, c'est un terminal. Le post client, email client, c'est des terminaux. Donc les réseaux, ils représentent les extrémités d'un réseau. Donc c'est quoi les extrémités d'un réseau? Les terminaux. Donc les terminaux peuvent être de nature très diverse et comporter ou non une capacité propre de traitement de l'information. Ça veut dire quoi? Il peut ne pas avoir de CPU, une console qui reçoit et envoie les données, sans pour autant avoir un traitement local des données. Donc, ce sont des périphériques d'extrémité qui génèrent ou reçoivent des données. Donc, ça peut être des PC, des imprimantes, des téléphones IP, des smartphones, etc. Tous ces composants-là représentent ce qu'on appelle les terminaux dans un réseau.
Alors, quels sont les avantages d'un réseau, des réseaux? D'abord, pourquoi on a besoin de connecter ces terminaux? Bien sûr, parce qu'on a le besoin de partager de la donnée. D'accord? Un serveur de fichiers, par exemple, il peut partager des fichiers, il peut partager des applications. Et lorsque le client a besoin d'un type spécial d'application, il n'a qu'à se connecter au serveur. D'accord? C'est ce qu'on appelle le modèle client-serveur. Donc, on a un serveur qui fournit les données et des applications. On a un client qui se connecte au serveur pour demander le service dont il a besoin. D'accord? Donc, le premier besoin de construire ou d'aller vers les réseaux, c'est justement le besoin de partage de l'information. La communication entre personnes, comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de communiquer, d'accord? Soit grâce au courrier électronique, l'email, soit grâce à la discussion directe, soit grâce à la vidéoconférence. Donc, les gens ont besoin de se connecter et de partager de l'information. Aussi, la garantie de l'unicité de l'information. Donc, quand on est dans un réseau, on sait que la source d'information, en général, on a des bases de données ou des serveurs qui contiennent l'information. Donc, on se connecte, on sait qu'on va tirer de l'information à partir d'une source unique. Bon, elle peut être unique ou plusieurs. Alors, dans un réseau, il est vrai qu'on réduit des coûts parce que si j'ai par exemple 50 employés, et si, par exemple, mes 50 employés ont besoin de faire des impressions quotidiennes, au lieu d'acheter 50 imprimantes, je vais acheter, par exemple, 5 imprimantes et je vais allouer chaque imprimante à un groupe de personnes. Donc, comme ça, je réduis mes coûts. D'accord? Modularité et l'évolutivité, c'est-à-dire qu'un réseau, il est modulaire. On peut diminuer le nombre de machines, on peut augmenter le nombre de machines, on peut séparer le réseau en sous-réseaux, par exemple en plusieurs départements, etc. On peut créer une certaine modularité au niveau des réseaux. Donc, Hadoop, c'est un exemple bien réduit des nombreux avantages que permettent les réseaux. Alors, concernant la classification des réseaux, en général, il y a 3 grandes classes des réseaux, d'accord? Quand on pense de la plus petite taille vers la plus grande taille, donc on va de l'échelle la plus réduite à l'échelle la plus grande, et bien on va aller comme ça, du LAN vers le MAN, vers le WAN. Bien sûr, alors notez que le plus petit réseau, est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi peut se composer un plus petit réseau? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui. Oui, madame, on vous écoute. Quelle est la plus petite taille d'un réseau? D'un petit réseau. 2 ordinateurs. Très bien. Donc, un petit réseau, le plus petit réseau qui puisse exister, il est composé de 2 PC. Il suffit qu'on ait des 2 PC, 2 smartphones, je les connecte et je fais un partage de réseau, de fichiers ou de données, hop, je viens de créer un réseau. Donc, le plus petit réseau qui puisse exister, la cardinalité du plus petit réseau, elle est égale à 2. C'est le plus petit réseau qui puisse exister. Maintenant, quand on veut classifier les réseaux du plus grand vers le plus petit, alors j'accepte quelques étudiants. Quand on veut classer les réseaux donc du plus grand vers le plus petit, eh bien, on va aller donc des LAN, ce qu'on appelle le Local Area Network. Alors, l'échelle d'un LAN, ça peut être une pièce, une petite pièce d'une maison, ou là, une maison toute en entier, ou là, un bâtiment, un building, ou là, un campus. Tout ça, c'est la taille de ce qu'on appelle un LAN. Maintenant, si je vais à l'échelle d'une ville, on parle de MAN, Metropolitan Area Network. Et si on va à l'échelle d'un pays, d'accord, on parle de ce qu'on appelle des Wide Area Network, donc ce qu'on appelle des réseaux les réseaux à grande échelle, où là, voilà, c'est les réseaux qui s'étalent sur l'échelle des pays. Alors, à titre d'exemple, on peut prendre par exemple le réseau, tu as les PTT ou là, ce qu'on appelle le CCP en Algérie, d'accord? La Poste en Algérie, elle possède ce qu'on appelle un WAN,
Pourquoi? Parce que là où je vais, dans n'importe quel poste de n'importe quelle ville, normalement, c'est un réseau qui a été unifié et on peut par exemple, consulter son compte, retirer de l'argent, etc. Donc, le réseau des postes, des télécommunications et des postes, c'est un réseau WAN. Bien sûr, dans la catégorie des réseaux WAN, on distingue le réseau terrestre, d'accord? L'infrastructure, elle se trouve au niveau du sol. On a aussi les réseaux satellitaires. Pourquoi? Parce que parfois, à cause par exemple des océans, à cause des montagnes qui existent dans la nature, on ne peut pas relier toujours les réseaux via le câble physique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les satellites qui couvrent une certaine région, bien sûr, et on essaye de connecter ces réseaux via des satellites. Et lorsque la distance d'un réseau est très grande, par exemple, je veux connecter un réseau en Australie avec un réseau en Algérie, comme la distance entre l'Australie et l'Algérie est très grande, parfois le satellite, il ne couvre pas la distance. Donc, on a besoin d'avoir recours à plusieurs satellites. Donc, la communication, elle passe donc d'un réseau vers le satellite, d'un satellite vers un autre satellite, et on arrive au réseau terrestre. Donc, là, on parle du WAN. Alors, pour ce qui est de notre module, le module TANA, on va traiter principalement les LAN. Dans le module réseau de cette année, on va parler des Local Area Network. On va bien comprendre le noyau, parce que c'est le noyau de base. On va bien comprendre c'est quoi un LAN, de quoi il se compose, comment construire un LAN, etc. Même au niveau des TP que vous allez faire, vous allez utiliser majoritairement donc, des LAN. Bien sûr, c'est un début, donc il faut commencer ainsi. Bien, maintenant, on va passer au schéma général d'un système téléinformatique. Donc, on vient de dire que la téléinformatique consiste le traitement distant de l'information. Alors, qui dit traitement distant de l'information dit qu'on a besoin de deux entités. Un émetteur et on a besoin d'un récepteur. Affiche sur vos écrans les ETTD, ETTD. Donc, vous voyez que vous avez deux ETTD, un ETTD de chaque côté de la communication. C'est le diminutif de équipement, traitement de données. Je répète, équipement terminal de traitement de données. Ce n'est que le terminal que nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le smartphone, le PC, l'imprimante. C'est le TTD. C'est le responsable de générer des informations, il est responsable de générer de la data et de recevoir de la data. Donc, principalement, il y a des ETTD de chaque côté. Il y a une ligne de transmission que vous voyez au milieu. Au milieu, il y a ce qu'on appelle un câble. Donc, ça peut être un câble physique comme ça peut être de l'air. L'essentiel, c'est un support de transmission. Donc, il y a la ligne de transmission. Et entre le TTD et le TCD, et entre le TTD et la ligne de transmission, il y a des équipements qu'on appelle les ETCD. C'est des équipements terminaux de circuits de données. De chaque côté, vous voyez qu'il y a un ETCD. Et je répète, ETCD qui veut dire équipement terminal de circuits de données. Général d'un système téléinformatique. Entre les ETCD, on constitue ce qu'on appelle un circuit de données. Et entre les ETTD, on construit ce qu'on appelle une liaison de données. Alors, on va donner des exemples. Les choses. Donc, je reviens. Donc, ici, on est en train d'expliquer le schéma. Donc, l'information du système par l'intermédiaire des ETTD, équipement terminal de traitement de données, que nous appelons plus simplement des terminaux et qui sont à portée immédiate des utilisateurs. Maintenant, sur une ligne, est géré par un ETCD, équipement terminal de circuit de données, qui peut être soit une carte réseau. Donc, comme je le nom ETCD, ETCD, ça peut être une carte réseau. La carte réseau, tu as le PC, il y a l'ETCD. D'accord? C'est elle qui arrange les données depuis le processeur vers le support de transmission. Ça peut être un modem, ça peut être un routeur, selon le type de ligne utilisée. Parce qu'on va voir que dans le schéma d'une liaison de données, donc dans le schéma d'un système téléinformatique,
plusieurs types de lignes de transmission peuvent exister. Alors, sur le point 3, la ligne de transmission représente le support de communication. Il peut s'agir soit d'une ligne L, d'une ligne commutée LC ou d'une ligne spécialisée LS. Donc, il y a en général 3 types de lignes. Je répète, une ligne commutée et une ligne spécialisée. Donc, on va expliquer la différence entre ces 3 lignes. Bien, quand est-ce que je parle de ligne tout court? Je parle de ligne entre 2 LAN. Je prends LAN 1, par exemple. Je le connecte avec LAN 2. LAN 1, je le connecte avec LAN 2. Donc, j'obtiens une ligne. C'est un câble informatique. Excusez-moi, je reviens 2 secondes. Voilà, donc je disais, entre 2 LAN, j'utilise une ligne. Maintenant, on va une LC. Une LC, ce qu'on appelle une ligne commutée, lorsque je traverse un réseau commuté. C'est quoi un réseau commuté? C'est par exemple, je donne un exemple de réseau commuté, le réseau téléphonique. D'accord? Donc, quand vous utilisez un modem, par exemple, vous êtes à la maison, vous avez un modem et vous vous connectez à Internet. Alors, ne croyez pas qu'entre vous et Internet, il y a un câble physique qui vous relie à Internet. Ce n'est pas le cas, non. Lorsque vous avez un modem, qu'est-ce que vous faites? Vous allez utiliser un réseau commuté qui existe, par exemple, le réseau d'Algérie Télécom. Vous allez créer un lien virtuel à l'intérieur de ce réseau, ce qu'on appelle la ligne commutée, et c'est à travers ce lien virtuel que vous allez vous connecter à Internet, c'est-à-dire physiquement. Physiquement, le câble que vous utilisez, ce n'est pas un câble direct qui est tiré depuis votre maison jusqu'au fournisseur d'accès d'Internet. Non, vous allez passer par un réseau commuté. Maintenant, lorsqu'on parle de LS, une ligne spécialisée ou une ligne dédiée ou une ligne privée, parce que la LS, qu'on peut donner à une ligne, qui est la ligne privée, la ligne spécialisée ou la ligne louée. Dédiée, pardon. C'est des noms qui indiquent le même type de ligne, c'est la ligne spécialisée. La ligne spécialisée, c'est une ligne que le responsable, enfin les télécoms, vont poser une ligne physique entre 2 entités, entre 2 agences d'une compagnie, par exemple, pour créer un lien physique qui relie ces 2 entités. J'espère que j'aurai l'occasion d'expliquer mieux les 3 types de lignes Hado. Je vous expliquerai bien les 3 types de lignes, où il faut la différence entre les 3 types de lignes. L'essentiel. Retenez que, par exemple, quand vous utilisez une ligne de transmission, votre TCD, c'est la carte réseau. Quand vous utilisez une ligne de transmission commutée, votre ETCD, c'est un modem, parce que vous allez traverser un réseau commuté. Lorsque vous utilisez une ligne spécialisée, le TCD adéquat pour la ligne spécialisée, c'est un routeur. Voilà. Donc, tout dépend du type de la ligne, le TCD peut changer. Retenez pour le moment ça. Après, on reviendra peut-être en détail sur ces notions. Maintenant, on va aller au cœur d'un LAN. Aussi, quels sont les constituants matériels d'un réseau. Bien sûr, on ne peut pas construire ou établir un réseau si on n'a pas en premier lieu une carte réseau. Donc, si vous avez n'importe quel terminal, PC, smartphone, si vous n'avez pas une carte réseau, que ce soit une carte réseau visible ou intégrée, vous ne pourrez jamais vous connecter au réseau. Donc, le NIC, d'accord, le NIC ou ce qu'on appelle la carte réseau, c'est un élément important et c'est l'un des premiers éléments. Il y a des étudiants qui veulent accéder à la réunion. D'accord, alors très bien, je vais les voir. Oui. Quel moyen pour les accepter de manière automatique? Il n'y a pas.
Sinon, il faut m'envoyer vos emails. Essayez à la fin du cours, mademoiselle. Oui. Voilà. Oui. Essayez de m'envoyer les emails ou نزيدهم في le lien. Comme ça, ils auront accès directement. D'accord? D'accord. Pour les prochaines séances, Inch'Allah. Voilà, donc je reviens vers le cours. Donc, on a l'élément le plus important pour construire un LAN, c'est la carte réseau. La carte réseau, ou ce qu'on appelle en anglais le NIC, c'est un élément majeur. C'est la carte réseau qui permet d'interfacer l'ordinateur au support physique. Mémoriser pendant un certain temps les informations passant à travers les lignes physiques. On a la prise, ce qu'on appelle aussi le connecteur, d'accord? Il s'agit de l'élément permettant de réaliser la jonction mécanique entre la carte réseau et le support physique, la RJ45. Et si vous allez faire des TP en présentiel, vous aurez l'occasion de voir, normalement, vous aurez l'occasion de confectionner carrément un câble et de voir comment est le connecteur RJ45. Vous avez le support physique d'interconnexion, donc c'est le système qui permet de relier les ordinateurs entre eux, c'est le câble coaxial ou bien la paire torsadée ou bien la fibre optique. Donc, c'est des types de câbles, d'accord? Et bien sûr, vous avez les concentrateurs. Pourquoi on a besoin d'un concentrateur? Parce que tout simplement, si je veux construire un LAN, donc on vient de dire que la cardinalité du plus petit réseau, c'est 2. Mais si je veux construire un réseau de 3 machines, de 4 machines, donc si la cardinalité augmente au-delà de 2, j'aurai besoin d'un concentrateur. Parce qu'il faut que je regroupe toutes ces unités dans une boîte. C'est ça le concentrateur. Dans une boîte, je regroupe toutes ces unités et je les regroupe pour partager le même support. Alors, les concentrateurs, on a deux types de concentrateurs. Avant, pour connecter les machines entre elles, on utilisait un hub. C'est quoi un hub? Donc, comme vous le voyez sur l'image, c'est une boîte qui contient des ports RJ45. Et le hub, vous allez voir qu'il travaille au niveau de la couche 1 du modèle OSI. Bon, on va arriver au modèle OSI. Le hub, comment il travaille? Le hub, c'est un équipement, on peut dire, qui est bête. Pourquoi il est bête? Parce que lorsqu'il reçoit un signal sur un port, qu'est-ce qu'il fait? Il le diffuse sur tous les ports. C'est-à-dire, il y a la fonctionnalité d'un hub. C'est tout ce qu'il sait faire. Lorsque moi, par exemple, je veux parler à Enfel, par exemple. Quand je veux parler à Enfel, normalement, le hub, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ma requête et il l'envoie vers l'adresse du PC de Enfel, par exemple. Mais le hub, il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas faire ce qu'on appelle la commutation. Le hub, qu'il a un message destiné à une source, à une destination, il va le propager sur toutes les autres stations. C'est-à-dire, même si elles ne veulent pas recevoir ce message, elles vont le recevoir quand même. Donc, le hub, il diffuse sur tous les ports, tel qu'une multiprise, comme une multiprise. Maintenant, avec le temps, les concentrateurs, c'est l'équipement responsable de connecter les PC entre eux, les concentrateurs ont évolué. Et de nos jours, pratiquement, on n'utilise plus de hub, mais on utilise ce qu'on appelle un switch. Alors, le switch, ou là, le commutateur, d'accord, il se présente dans son allure physique comme le hub, mais en plus grand, et il est plus intelligent, car contrairement au hub, il sait quels sont les ordinateurs qui lui sont connectés. Donc, il peut distinguer via l'adresse MAC, on va arriver à cette notion d'adresse MAC, ou là, ce qu'on appelle l'adresse physique, il peut distinguer les PC qui sont connectés au switch. De ce fait, un ordinateur qui communique ne sera entendu que par son correspondant, par commutation de circuit. Donc, dans un switch, regardez bien ici, donc je reviens, regardez, la station 1, elle veut transmettre un message à la station 3. Regardez, la station 1, il y a l'émetteur. La station 3, c'est le récepteur. Regardez que le message, il traverse le hub. Ensuite, il est diffusé sur tous les ports. Donc, la station 2 reçoit le message. Le serveur Novel Hadaï reçoit le message. Et la station 3 reçoit le message. Tout le monde reçoit le message. Alors que sur le switch, remarquez, la station 1, c'est l'émetteur. Elle transmet son message vers le switch. Et bien, les autres machines, ils ne vont pas recevoir le message.
seule la machine de destination, qui est la station 3, va recevoir le message. Donc, comment est-ce que le switch arrive à faire ça? Il arrive à faire ça, d'abord parce que le switch, il travaille sur un niveau beaucoup plus élevé que le niveau du hub. Le hub, il travaille au niveau de la couche 1 du modèle OSI, on va arriver à ça. Le hub, il travaille le switch, il travaille au niveau de la couche 2 du modèle OSI. D'accord? Et puis, il utilise ce qu'on appelle la commutation de circuit. Alors, c'est quoi la commutation de circuit? Donc, on arrive à la notion de commutation. Où je mettrai la commutation? La commutation, c'est le principe de relier une source à une destination. Donc, c'est-à-dire le principe de faire acheminer un message vers une source à une destination. Et il y a deux types de commutation. Il y a ce qu'on appelle la commutation de circuit et la commutation de paquet. Donc, ce sont des méthodes utilisées pour connecter multiples dispositifs de communication entre eux. Au début, il y a eu donc la commutation de circuit, elle a été particulièrement conçue pour la communication vocale et était moins adaptée à la transmission de données. C'est la commutation de circuit qu'on utilise pour la communication vocale. Pour la communication vocale, c'est le téléphone. D'accord? Je vais expliquer le principe de cette commutation. On va la donnée, la data sur IP, avec le protocole IP, où sur les réseaux, on n'envoie pas que la donnée, mais on n'envoie pas que la voix, mais on envoie la donnée. D'accord? Donc, le principe de la commutation de circuit, là, plus ou moins obsolète. Ou un autre type de commutation est apparu, c'est la commutation de paquets, comme l'envoi de SMS sur un téléphone portable. Donc, je vais expliquer. La principale différence entre la commutation de circuit et la commutation de paquets est que la commutation de circuit est orientée connexion, alors que la commutation de paquets est sans connexion. Donc, la première, elle est orientée connexion. La deuxième, elle est sans connexion. Je m'explique. Là, dans cette image, utilisateurs qui veulent, vous regardez les deux téléphones. Donc, il y a un téléphone qui veut contacter un autre téléphone. Lorsque vous effectuez un numéro, par exemple, pardon, votre téléphone, vous allez composer un numéro. Qu'est-ce qui se passe lorsque, je ne sais pas, il a choisi les téléphones, les téléphones portables. Vous vous rappelez, on avait le fixe. Quand on prenait le fixe, on formait le numéro. قبل ما نسمعوا la sonnerie عند le destinataire, نسمعوا à un certain moment il dirait qu'est-ce qu'il faisait قبل ما يصوني عند le récepteur, c'est comme si il dirait on va dire sonner. Alors qu'est-ce qu'il fait c'est quoi هذيك c'est la commutation de circuit. واش هو يدير راهو يكري un circuit. واش معناتها un circuit معناتها un chemin. Alors ici, il crie, regardez bien qu'il traverse tout un réseau, le téléphone. Alors ici, il crie un chemin. C'est le chemin en rouge. Comme tu vois, le chemin en rouge. Lorsque le téléphone, ici, connecté à notre téléphone, il y a un chemin en rouge qui doit être écrit. Avant de sonner عند le récepteur, le chemin en rouge doit être écrit. معناتها لازم يلقى un chemin, une connexion virtuelle qui relie le téléphone 1 le téléphone 2. Il est établi, c'est bon, il établit un chemin. Il va sonner le téléphone عند le récepteur. ومن بعد كي sonne le téléphone عند le récepteur, واش يدير le récepteur, il décroche. Qu'il décroche, qu'est-ce qui se passe? Il y a une liaison qui s'établit entre la destination, la source, et la destination. Il est orienté connexion parce que le chemin ne s'établit pas à l'avance, la sonnerie, occupé. Parfois, vous essayez aussi de composer un numéro et on va dire occupé. Comme quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à établir un chemin. Le réseau, il est encombré. Il y a plusieurs fils qui sont utilisés en même temps. Donc, il n'arrive pas à connecter. Il y a la commutation de circuit. Donc, elle est orientée connexion. Ou la connexion, le fil en rouge, mais il ne disparaît pas. Il raccroche. Quand je raccroche mon téléphone, ça veut dire que là, j'ai interrompu la liaison.
نعاود نفورمي vers le même destination, je peux ne pas emprunter le même chemin rouge. J'emprunte un autre chemin. Je suis en train d'emprunter un chemin sur le circuit virtuel. Alors, est-ce que, là c'est important, est-ce que vous تفهموا شنو نقول؟ Est-ce que le message arrive, vous arrivez à comprendre ce que je viens de dire? Oui. Voilà. Donc, la commutation de circuit, la commutation de circuit, elle s'appliquait sur les réseaux téléphoniques. D'accord? ماشي دركا, ماشي في les réseaux هادو جدد. Bon, elle peut exister, mais c'était principalement pour transmettre la voix dans les réseaux téléphoniques. Donc, avant d'établir une liaison entre une source et une destination, il faut d'abord créer un chemin virtuel et ce chemin, il est maintenu le long de la communication. Si on veut interrompre ce chemin, il suffit de raccrocher, le chemin, il disparaît. Si je reformule vers la même destination, je peux emprunter le même chemin comme je peux emprunter un chemin différent. Voilà. Maintenant, la commutation de paquets. Le paquet, c'est une suite d'informations binaires dont la taille est une valeur fixée d'avance, parfois entre 1000 et 2000 bits. Votre message, كي تكتبي SMS, واحد يكتب SMS لصاحبه ولا وحده تكتب SMS لصاحبتها، واش غيدير؟ غيتكري ان باكي. هاد لو SMS حبيتي تبعتيه، واش ديري؟ تكتبي SMS ومن بعد تكليكي سور انفويي. كي تكليكي سور انفويي كيكون لو ميساج، بون لو ميساج الا ما كاش كبير، الا كان باغ اكزومبل انفيريور ا 2000 بيت راح يتبعت ان توتاليتي. بصح اذا كان لو ميساج تاعك طويل واش راح يصرى؟ لو ميساج تاعك لو باكي تاعك راح يتقسم en plusieurs باكي. داكور؟ وهاد لي بليزيور باكي كي رايحين يتبعتوا ما يتبعتوش سور لو ميم شومان، ماشي في كيما في لا كوميوتاسيون دو سيركوي حتى ندير لو شومان باش نبعث لو ميساج باش نبعث لا فوا. لا في لا كوميوتاسيون دو باكي كيما الاس ام اس، même انا مازال ما اتصلت بلا ديستيناسيون بصح الباكي راه مشى، الباكي je l'ai envoyé, donc il s'est lancé dans le réseau. Où chaque paquet, il va essayer de trouver un chemin vers la destination. Et les trois paquets peuvent ne pas arriver en même temps. Par exemple, il y a le paquet 2, on va dire le paquet 1, on va dire le paquet 3. Qui a les trois paquets au niveau du destinataire, le message en complet, il se réorganise et j'obtiens ce qu'on appelle un message. Entre la commutation de paquet et la commutation de circuit, c'est qu'elle n'est pas orientée connexion, la commutation de paquet. Parce que je n'ai pas besoin d'un lien virtuel entre l'émetteur et le récepteur. Non, j'ai un paquet, je l'envoie. Le paquet peut prendre, si c'est un paquet, bon, il va prendre un chemin. Si ce sont plusieurs paquets, chaque paquet va prendre un chemin différent. La destination et le réassemblage, il se fait au niveau de la destination. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir donc, cette différence de commutation. Wahda, elle nécessite un chemin préétabli à l'avance pour transmettre la voix. La commutation de paquet, non. La commutation de paquet, dès que j'ai un paquet, je l'envoie. On va c'est au paquet de suivre les comment on appelle ça, les antennes de communication. Donc, il يتبعت من antenne l'antenne. Il حق la destination. Le type de commutation, donc si vous voulez avoir un exemple de type de commutation de paquet, c'est l'envoi de SMS à travers les téléphones portables. Ce n'est pas la commutation de circuit quand on envoie des SMS, mais c'est plutôt la commutation de paquets. Voilà. Et après, le chapitre 1, on va détailler cette commutation de paquets, comme vous voyez dans la figure. Envoyé par laps de temps, ce qu'on appelle le multiplexage temporel, c'est-à-dire chaque nœud a un laps de temps pour envoyer son message. Et plusieurs paquets en même temps, mais à ce moment-là, j'utilise des fréquences différentes. Chaque paquet est envoyé sur une fréquence différente, c'est ce qu'on appelle le multiplexage fréquentiel. Donc, on va revenir en détail sur le type de la commutation de paquets et on va introduire les types de multiplexage. La commutation donc de circuit elle est orientée connexion et nécessite l'établissement d'un circuit virtuel au préalable de la communication et que ce circuit est maintenu tout au long de la communication, alors que la commutation de paquets ne nécessite pas un chemin virtuel préétabli. Les messages sont envoyés sur des chemins différents et le réassemblage se fait au niveau de la destination.
Bien. Donc maintenant, on passe aux équipements d'interconnexion entre réseaux locaux. Donc, ce qu'on vient de voir, les concentrateurs, la prise, le RJ, les connecteurs et tout ça, c'était les équipements d'un LAN. Donc, on sort من LAN d'interconnexion entre réseaux locaux. يعني كي نحب مع un LAN 1 2, je peux utiliser plusieurs. D'accord. Il y a les répéteurs, les ponts, les passes. On reviendra en détail principalement sur tous ces équipements. Normalement, si on va du plus bête vers le plus intelligent, on parle des répéteurs, on va les ponts, on va les routeurs, on va les passerelles. Donc là, il faut juste, après je vais changer. Il y a le routeur, il dit le routeur niveau 3, on va les passerelles. Un répéteur permet de régénérer un signal entre deux nœuds du réseau. C'est un amplificateur. Le répéteur, parce que voilà, lorsque j'envoie un signal sur une distance qui est très grande, le signal il peut s'affaiblir. L'intensité du signal, elle peut s'affaiblir. C'est pour ça qu'on a besoin parfois d'installer des répéteurs entre deux LAN pour amplifier le signal. Le répéteur, c'est tout ce qu'il fait. Les ponts, ou ce qu'on appelle les bridges, ils permettent de relier des réseaux locaux de même type. On va local de même type. Bon, entre guillemets, les ponts n'existent plus aujourd'hui. D'accord? Là, s'il n'y a plus de ponts, plus de bridge, c'est un matériel, parce que les réseaux ont évolué. Donc, il n'y a plus de notion de pont. Mais en tant qu'informaticien, les ponts, ils ont existé un certain temps. Il y a les routeurs. Les routeurs, c'est un équipement qui reste toujours utilisable, même pour les réseaux d'aujourd'hui. Ils travaillent au niveau de la couche 3 du modèle OSI. Ils permettent de relier de nombreux réseaux locaux de telle façon à permettre la circulation de routeurs. Sa fonction principale, c'est quoi? C'est d'assurer le routage. C'est pour chemin entre une source et une destination. Le travail et un simple PC peut jouer le rôle d'un routeur, en fait. Hein. Voilà. Au-delà de la couche 3, les couches hautes, on parle de passerelles, ou ce qu'on appelle en anglais des gateways, et des réseaux locaux de types différents. Bon, je ne vous demande pas de réseau de même type, réseau de type différent. Sachez, pour le moment, comme séance introductive, comme premier chapitre, pour connecter des LAN, on peut utiliser plusieurs équipements, des répéteurs, des ponts qui sont obsolètes aujourd'hui, qu'on n'utilise plus. D'ailleurs, moi-même, dans ma carrière d'étudiante, ma carrière professionnelle, je n'ai jamais rencontré un pont. J'ai vu des routeurs, j'ai vu des hubs, j'ai vu des passerelles, mais je n'ai jamais vu physiquement à quoi ressemble un pont. Équipement qu'on utilisait dans les réseaux des années 70 pour relier les PC. Voilà, sachez que les équipements, on les utilise pour connecter des LAN entre eux. Maintenant, on vient à la notion de topologie. Topologie. Vous arrivez à suivre? Oui, madame. Ça va? Vous arrivez à suivre le cours? Oui, ça va. Vous comprenez? Oui, ça va. Très bien, je continue alors. Donc, on arrive à la notion de topologie. Quelle est la topologie des réseaux? Informatique, il est constitué d'ordinateurs reliés entre eux grâce à du câblage. Et l'arrangement de ces éléments, l'arrangement physique de ces éléments est appelé topologie physique. Topologie physique, c'est la manière physique avec laquelle les PC sont connectés entre eux pour former un réseau. C'est-à-dire, il y a la topologie. Il y a trois principales topologies pour les réseaux. Il y a plusieurs topologies, mais il y a trois principales topologies. Les réseaux, il y a trois principales topologies qui sont utilisées. Il y a la topologie bus. Alors, vous voyez bien que dans la topologie bus, il y a un support physique, un bus, qu'on appelle un bus, et plusieurs PC se connectent à ce bus. C'est-à-dire la topologie
avec laquelle les premiers réseaux ils ont commencé. Où en général, le type de câble qui est utilisé, c'est le câble coaxial. C'est le câble le câble de l'antenne de télévision, le câble d'antenne de télévision. D'accord, le câble coaxial. La topologie anneau. Alors, principalement, la topologie anneau a été introduite par IBM. C'est quoi? En réalité, c'est un bus. Nous sous forme de cercle, où il y a des PC qui sont connectés sur ce cercle-là. En fait, il y a un dispositif qu'on appelle le mot, où il donne la parole à ces PC. Le jeton, ce qu'on appelle la technique de jeton. Donc, un PC ne peut pas transmettre la donnée, il a un jeton. D'accord? Où le jeton, il dort, donc, il y a un jeton qui est en circulation, qui tourne selon le sens d'une aiguille d'une montre. Qui détient le jeton, c'est lui qui peut envoyer la donnée. C'est-à-dire la topologie en nano. La topologie étoile, c'est la topologie la plus répandue dans le monde, d'accord? Et d'ailleurs, c'est la topologie qui existe dans les salles de TP, dans les TP que vous allez faire, vous allez utiliser la topologie étoile. C'est quoi la topologie étoile? C'est avoir un concentrateur, ça peut être un hub, ça peut être un switch, étoile, un point central de concentration, et tous les PC sont connectés à ce point. Bien sûr, chaque topologie a ses avantages ou a ses inconvénients. Et je vous ai dit, de nos jours, c'est la topologie étoile qui est la plus répandue dans la plupart des réseaux. D'accord? Là, vous avez une image qui illustre les différentes topologies qui existent pour les réseaux. Donc, vous avez l'étoile, l'anneau, l'arbre, le maillage. Alors, il y a deux types de maillage, le régulier et le irrégulier, le 6. D'accord? Bien sûr, comme la topologie étoile, c'est la plus répandue, ça a un inconvénient majeur, c'est la défaillance du point central. Parce que le point central, classe, il n'y a plus de réseau. Il a qu'un le hub est down, si le switch tombe en panne, ça y est, si je n'ai pas de backup, si je n'ai pas d'un switch qui remplace mon switch principal, eh bien, la notion de réseau disparaît. Contrairement, par exemple, à la topologie 4. Regardez le maillage régulier, chaque PC, chaque point, qui met des le graphe. Le graphe, je pense à comme les graphes complets. C'est ça, oui. Les graphes, ils ont connexion avec tous les nœuds, ils ont connexion avec tous les autres nœuds du graphe. Regardez que le maillage régulier représente un graphe qui est complet, c'est-à-dire qu'il y a des liaisons, des arcs, avec tous les autres nœuds. La topologie TAL4, bien qu'elle soit coûteuse, parce qu'elle nécessite beaucoup de câbles, mais elle assure la redondance. Si un câble tombe en panne, par exemple, je peux trouver toujours un autre chemin pour connecter deux PC. C'est pour ça que, comme chaque topologie a ses avantages et ses inconvénients, ou une entreprise, une société informatique, lorsqu'elle installe un réseau, bien sûr, elle commence par faire une étude de besoin. Où je le réseau, la fiabilité, la rapidité. Donc, à l'hsab où tu implémentes la topologie qui te convient. Bien, on arrive donc au modèle OSI de l'ISO. On va parler un petit peu, et avec ce modèle, donc on va clôturer ce premier chapitre. On arrive donc le modèle OSI de l'ISO. Bien, c'est quoi le modèle OSI? D'accord. ISO, c'est quoi ISO? ISO, c'est International Standard Organization. Je répète. ISO, c'est quoi? ISO veut dire International Standard Organization. C'est une organisation de standards. Elle émet des standards, mais chez l'informatique, hein, les shampoings, les crèmes, plusieurs fois, tu as un produit, n'importe quel produit, ou tu as certifié ISO. Qu'est-ce que tu as certifié ISO? Il répond à des normes internationales. Qui nous acheter un produit pour la peau, par exemple, ou n'importe quoi, n'importe quel produit, s'il est conçu pour offrir une certaine fonction, la fonction, il répond à certains critères. Donc, il est normalisé. Il est normalisé, il répond à tous les critères qui ont été donnés par
de l'organisation mondiale. Il est certifié ISO. Produit. Donc, l'ISO, la matière les réseaux, alors, on fait un petit peu de l'historique. Donc, je lis, les constructeurs informatiques ont proposé des architectures réseau propres à leur équipement. Par exemple, IBM a proposé SNA. DEC a proposé DNA. Ces architectures ont toutes le même défaut. Du fait de leur caractère propriétaire, il n'est pas facile de les interconnecter à moins d'un accord entre constructeurs. Voilà. Chaque constructeur a les PC qui dit connecter les PC parce qu'il y a eu un besoin de faire un partage, qui dit connecter les PC pour former les réseaux. Je fais les PC, mais ils ne peuvent pas communiquer parce que واحد يهضر l'anglais, واحد يهضر l'allemand, واحد يهضر japonais, واحد يهضر chinois. Comment je vais faire communiquer ces gens alors qu'ils ne parlent pas le même langage, ils n'utilisent pas les mêmes structures? Donc aussi, pour éviter la multiplication des solutions d'interconnexion d'architecture hétérogène, l'ISO, International Standard Organization, organisme dépendant de l'ONU et composé de 150 organismes nationaux de normalisation, a développé un modèle de référence appelé le modèle OSI, Open System Interconnection. Donc OSI, c'est quoi? OSI, c'est un modèle. Ce modèle décrit les concepts utilisés et la démarche suivie pour normaliser l'interconnexion des systèmes ouverts. Un réseau est composé de systèmes ouverts lorsque la modification, l'adjonction ou la suppression d'un de ces systèmes ne modifie pas le comportement global du réseau. On parle de système fermé. Donc, OSI, c'est un modèle où chaque constructeur, avant de mettre le produit ou le PC sur le marché, il est normalisé ISO. Ando le modèle OSI en 7 couches. Donc, un japonais qui les PC, nous connecter les deux PC parce que tous les deux ont le même modèle de la communication, de l'interconnexion. Bien. Voyons voir de plus près le modèle OSI de l'ISO où je fais. Théorique, hein? C'est un modèle théorique. Donc, là, c'est un peu de l'abstrait ce qu'on va faire parce que retenez que le modèle, ce n'est pas un modèle physique, c'est un modèle théorique. L'implémentation physique de ce modèle théorique, c'est la pile protocolaire TCP/IP. On va arriver après. Donc, le modèle théorique fait 7 couches. 3 couches basses, la couche physique, la couche liaison, la couche réseau. D'accord? C'est les couches basses. Ou 4 couches hautes, la couche transport, la couche session, la couche présentation et la couche application. Alors, je fais les couches, parce que vous aurez du mal à mémoriser. Bon, ce n'est pas nécessaire de les apprendre, mais bon, il faut les connaître en tant qu'informaticien. Quelle est la phrase que nous utilisons pour les couches? Attention, répéta Louis Pasteur. Vous la phrase. Vous retenez que chaque première lettre d'un mot de cette phrase représente aller, le A fait référence à application. Prendre, le P fait référence à présentation. Ça, le S, fait référence à session. Le T fait référence à transport. C'est réseau. Louis, c'est liaison. Et donc, allez prendre sa tension, répéta Louis Pasteur. Je fais les couches, le modèle OSI. Alors, les 3 premières couches, nous appelons les couches matérielles, ou les 4 dernières couches, nous appelons les couches hautes. شوفوا كيفاه la donnée, شوفوا كيفاه التسمية تاع la donnée تتبدل من une couche à une autre. شوفوا la couche physique, la plus basse couche, وها bit. Les bits اللي نعرفوهم, le 1 et le 0, هما les bits. Niveau 2, couche liaison, la donnée نسميها une trame. Niveau 3, réseau, نستعمل paquet, كيما كنا نهضروا في la commutation. شفاو كنا نقولوا paquet, un paquet. Transport, نهضر على un segment, la couche 4. Les couches hautes, session, présentation, application, je parle de data, je parle de données. On va parler de chaque couche de manière, c'est-à-dire un résumé, hein, parce que si on s'étale sur chaque couche, il y aura beaucoup de choses à dire.
assure le transfert de bits sur un canal physique ou immatériel, que ce soit un canal physique ou un canal sans fil, et doit faire respecter les règles d'interfaçage avec le support. Le rôle de la couche physique, c'est l'envoi des bits sur le support physique. La couche liaison, elle synchronise la transmission des données sur la liaison physique. Elle met l'information dans des trames avec une adresse et des informations de contrôle pour gérer la mise en séquence, le contrôle de flux et le contrôle d'erreur. 2, la couche liaison, nous donne l'adresse physique. Retenez la couche 2, nous donne la notion d'adresse MAC ou l'adresse physique. La couche réseau, elle assure le transfert de paquets entre sites d'extrémité, d'où un routage des paquets. Donc, là, il y a un routage, la couche 3, on a aussi à la notion d'adresse IP. La couche 3, on a la notion d'adresse IP, ou l'adresse logique, qui est une adresse physique ou l'adresse MAC, couche niveau 2, qui est une adresse logique ou l'adresse IP, la couche réseau. La couche transport, elle achemine les données de manière fiable, sans erreur et en séquence, indépendamment de la technologie des couches passes. La couche session, elle assure l'établissement d'une session entre utilisateurs et fournit des points de synchronisation pour faciliter la récupération en cas d'incendie durant le dialogue. Elle assure la représentation des données transmises en commune. La représentation, c'est à peu près ce que vous faites en compilation, qui fait la représentation syntaxique des données. Et la couche application, elle représente... Bon, j'arrive pas à voir, il y a quelque chose. L'essentiel, la couche application, c'est les applications. L'utilisateur, il fait le PC, qui est l'application de messagerie, le transfert de fichiers, le chat. C'est des applications qu'on retrouve la couche application. La couche application, il y a l'application, elle interagit avec l'utilisateur final, les pages web, etc. La couche application. Alors, bien. Alors, le principe d'encapsulation, qui fait, donc, je transmets une donnée d'une source à une destination en utilisant le modèle OSI. D'accord? Je suis un utilisateur final. D'accord? Une donnée, une source, une destination. Le modèle OSI, c'est un modèle qui a été créé pour uniformiser la transmission de la donnée d'un PC à un autre. Les PC peuvent communiquer de la même manière. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir si un utilisateur veut transmettre une donnée source à une machine destination, comment le processus, comment OSI va le faire. Tout simplement, d'abord, il faut générer user data, une donnée, par exemple un mail, un mail, donc le mail, c'est user data, le texte de le mail, c'est user data. Et la donnée de l'utilisateur, il va sur le support. Qu'est-ce qu'il fait OSI? Il prend le mail, le texte de le mail, il crée un paquet data. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée le paquet data. Dis-le un en-tête. Dis-le l'en-tête de l'application. Le AH. C'est le AH. Qu'est-ce que ça? Application Header. Le AH, c'est quoi? Un header. Header veut dire en-tête. D'accord? Donc, la couche application, تاخذ le mail هذاك, la donnée تاع le mail, وتزيد له un en-tête. En-tête, اسمه AH. تحط فيه les données propres à la couche application. واش دير la couche application? تبعت هذا le paquet, la couche اللي تحتها. La couche présentation. La couche présentation, ترفد le paquet هذا, ترفد le paquet بلون-tête. ترفدو على أساس أنه un seul paquet. وتزيد لها la couche présentation, تزيد له son propre, sa propre header. Presentation header. يولي عندها un paquet avec la data initiale,
l'entête de la couche application et l'entête de la couche présentation. La couche session, elle récupère le paquet. Zidlou l'entête taha, session header. La couche transport, elle va faire de même. Elle va rajouter son entête, transport header. La couche réseau, elle va rajouter le network header. La couche liaison de données, remarquez la couche liaison de données, on parle de tram, mais on n'a un seul header, on a deux headers. Le début de tram et la fin de tram. Le début et la tram et la fin de tram. On a deux headers au niveau de la couche liaison de données. On met la couche physique. La couche physique, on a la data en général. Voilà. Le processus de chaque couche, تحكم paquet, زيدلو l'entête تاعها وتبعتو la couche en bas, la couche plus basse. La couche plus basse, تاخذ le paquet, زيدلو l'entête وتبعتو. واش نسموه هذا البروسيسوس؟ نسموه l'encapsulation. Donc le modèle OSI, lorsqu'un PC veut envoyer une donnée, la première des choses اللي يديرها, c'est le processus d'encapsulation. يبدا ينكابسولي les paquets كيما les poupées russes. شفتوا les poupées russes؟ وحده تدخل داخل الاخرى. وحده تدخل داخل الاخرى كيف ناخذ لو ميساج دوريجين نزيد له ان تيت ونبعثوا لا كوش باس لا كوش باس كيف تاخذ هذاك الميساج تزيد له لونتيت تاعها وتبعثوا حتى نلحقوا لا كوش فيزيك. دونك لو بروسيسوس هذا نسموه l'encapsulation. Donc je vais encapsuler tous mes paquets حتى نلحق لا كوش فيزيك. كي نلحق لا كوش فيزيك نبعث لا دوني sur le support. Donc, on va la donner au niveau du destination. La destination, il sera le processus inverse, ce qu'on appelle. Je récupère mon paquet, l'igani, abra le support physique, je le récupère. La couche liaison de données, où je dis, les entêtes. L'entête DH. Et elle récupère, DH ou TH, et elle récupère la data, les كانت موجودة. La couche réseau, تنحي le network header, et elle récupère la data. La couche transport, تنحي le transport header, et elle récupère les data. Enlever, sûr qui elle va enlever. راح تستعمل المعلومات اللي كاين في les entêtes, parce que les entêtes هادو واش فيهم الداخل؟ فيهم des données qui vont aider la communication. بعد نشوفوا les données qui existent dans chaque header, نشوفوا exactement واش كاين داخل la donnée. هنا on est en train d'expliquer le principe général de communication. بصح كي نقول تنحي le header ماشي معناتها تنحيه ترميه. معناتها elle va utiliser les informations اللي فيه. Décapsuler. Kif session, elle va prendre le header de la session et elle décapsule. Présentation de même. Application, elle va enlever le header. On va تطلع la donnée اللي تبعثت le mail ou تعطيها le destinataire. Donc vous arrivez à voir que نتوما كي تبعثوا un mail, vous rédigez votre mail et vous cliquez sur le bouton envoyer. Mais en réalité, il y a tout un travail d'encapsulation et de décapsulation au niveau du modèle OSI qui se fait. Donc, quand même, on croit que la communication entre deux PC de manière simple, mais non, il y a tout un travail qui se fait à l'intérieur. Le module HADA, tout au long des chapitres qu'on va voir, on va traiter principalement les 4. Mais là, la couche transport, on est des champions. Mais on va commencer par la couche physique, liaison de données, réseau. Chauffe qui fait sera l'encapsulation et la décapsulation. Où je fais les entêtes, où je gagne les entêtes, qui n'ait l'entête, où je n'utilise l'adresse physique, l'adresse MAC, etc. Qui fait l'encapsulation, décapsulation. C'est le module le module réseau. Il explique le principe de la communication au niveau des couches basses, qui fait sera l'encapsulation et la décapsulation au niveau des couches basses. Voilà. Donc, هذا هو le modèle OSI. Alors, je pense que c'est ça le principe du cours d'aujourd'hui. هذا هو. J'ai essayé de vous donner des notions donc générales sur tout ce qu'on va voir tout au long de ce chapitre. Alors, bien sûr, je vais vous envoyer le support.
نبعث لكم le support Word تاع هذا le cours. نبعث لكم هاد la PowerPoint PPT. ونزيد نبعث لكم une vidéo pour les gens qui n'ont pas pu assister. Je vais essayer de faire une vidéo sur ce cours. نبعثها لكم. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de dire? Est-ce que vous avez des questions sur le cours d'aujourd'hui? Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de questions? Madame? Oui. Est-ce que les réseaux sociaux, par exemple, les messages, est-ce qu'il y a des communications, des paquets, qui m'ont dit les SMS? Toute chose et toute transmission, elle obéit à ce processus. Que ce soit réseaux sociaux, que ce soit chat, que ce soit messagerie, que ce soit toutes les communications qui sont, les détails, ils sont transparents à l'utilisateur, bien sûr, parce que ça se passe au niveau des PC, au niveau des machines. Oui, tout processus de communication suit ce modèle. Non, mais c'est le modèle la communication des paquets. Même la communication des paquets, bien sûr. Commutation de paquets. Oui. Est-ce que les réseaux sociaux, les messages, par exemple, comme Facebook, est-ce qu'il y a des communications des paquets exactement le type de communication اللي مخدومة. Oui. ما نقدرش نقول لك باسكو السؤال تاعك il est un peu large فهمتني. دونك كي تقول لي réseaux sociaux معليش réseaux sociaux بصح هاد الريزو سوسيو ça dépend du lien. Est-ce qu'il يستعمل un lien filaire? Est-ce qu'il يجوز في un réseau commuté? La communication كيفاه يطرح, tu vois, donc tout dépend des réseaux. Oui. Tout dépend des réseaux, c'est une question qui est large. Je ne peux pas répondre à une question large, je ne peux pas savoir. L'essentiel, c'est une commutation, c'est un type de commutation. Par exemple, pour le SMS, oui, ça se passe comme ça. Oui, merci. Voilà. L'assistance TP, je vous ai transmis le lien le packet tracer. Vous l'avez reçu via l'assistante. Oui, c'est bon, vous pouvez drive. Voilà, donc vous l'installez au niveau de vos machines et s'il vous plaît, tous les étudiants installent la même version. Mais je quitte comme le corriger l'assistante, vous arriverez à ouvrir les fichiers. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Madame. نسقسيك une question شغل شويه بعد. لا c'est pas. Oui, allez-y, oui. علاش لازم نجوزو على كامل هاد لي زيطاب؟ شغل علاش ما نحكموش الداتا نرجعوها هادي ابري نبعثوها ونعاودو نكونفيرتيوها نرجعوها داتا؟ تسمى هما كاع ما خموش في هاد ليدي وانت خممت فيها. جوستومون قلت لك بعد. لا ماشي بعد. هي باسكو البروسيسوس لا داتا باش تحولها لبيت لازم لا داتا واش لازم يكون فيها؟ لا داتا هذه لازم يكون عندها اون ادريس ميل، اون ادريس ماك، اون ادريس لوجيك، لازم يكون عندها لو تيب دو بروتوكول اللي تخدم به، لازم كاين بليزيور لي روتور، شحال ان سو دو روتور تقدر دير، كاين بزاف لي دوني. علاه هما داروا هاد لي كوش؟ داروا هاد لي كوش باش شاك كوش elle se spécialise fait une fonction bien particulière. كيما لا كوش ريزو elle s'occupe du routage. La data, تشوفوا شكون هو الروتور، تبعتها de quel routeur vers quel routeur. La couche présentation ou session présentation تهتم بالاسبي syntaxique. اسمها هما سياو يقسموا لي tâches وسياو يفرضوا على كاع لي constructeurs ils obéissent à ce type de modèle باش la communication تندار entre les PC. C'est pas aussi simple. On peut pas prendre une donnée, la rendre bit comme ça et la transmettre. Il faut qu'il y ait des champs. Il faut qu'il y ait des champs. وبهذوك les champs اللي نقدر j'exploite هاد la donnée. على ديك داروا هاد le modèle OSI. Ou le modèle OSI, l'aspect, تسمعوا le protocole TCP/IP. Je pense que tout le monde utilise ou là يسمع le protocole TCP/IP. D'ailleurs, كي تكون في la machine تاعك تحب configurer une adresse, تروح l'onglet TCP/IP. TCP/IP c'est quoi? C'est le côté pratique تاع OSI. هو TCP/IP. وتلاحظوا باللي لو كان ما عندكمش TCP/IP installé sur votre machine, jamais تقدروا ديروا une communication. C'est-à-dire vous pouvez pas implémenter une communication parce que le protocole TCP/IP بهم اللي نقدروا on assure une communication à travers le réseau.
Donc, pour plus de données, pour plus d'informations, je vais vous envoyer le support et essayer de le lire pour comprendre. Mais ce n'est pas évident de comprendre aussi dès la première étape comme ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça a été fait. Ça a été divisé en couches. Chaque couche traite un aspect bien particulier de la communication. Et c'est l'effort de toutes les couches, c'est avec la participation de toutes les couches qu'en fait, un message va aller d'une source à une destination. Et il va aller donc de manière correcte. Parce que tu as un message. ما تنساش بلي هذا الميساج يقدر يتبرد اون روت هذا الميساج يقدروا يصراو فيه دي زيرور دونك لازم نعاود نقول للريسيبتور بلي يا اون ايرور لازم تعاود تبعث الميساج ولا سي اون ايرور كو جو بو كوريجي لازم كوريجي الميساج دونك il y a beaucoup de détails. C'est pour ça qu'il y a eu le modèle en couche. Qui la couche 2 par exemple, elle traite les erreurs. Quand il y a une erreur de transmission, la couche 2 il vérifie. Elle dit un calcul, ce qu'on appelle le FCS. C'est des modèles mathématiques, les polynômes. Ils chauffent qu'il y a une erreur sur un paquet. Hop, soit on la source, on a le paquet, ou là on corriger le paquet, on corrige le bit. On corrige le bit, il fait l'erreur. De faire ça, de faire comme tu dis. Mais ils font tout ça, le processus. Il est invisible à l'utilisateur, c'est-à-dire en tant qu'utilisateur, quand tu envoies ta donnée, tu envoies ton mail, tu l'envoies ton mail, il arrive, il a le haq correctement. Il dit que le destinataire, il t'accuse réception, il a mal haq, il ne t'accuse pas réception. Tous ces détails-là qui se passent. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, est-ce que vous avez… alors, qu'est-ce que vous en pensez? On continue comme ça ou là, on fait des vidéos? Ou là, on fait comme elle vient de me dire votre délégué, vous nous envoyez des vidéos, on déroule une séance questions-réponses. Si vous optez pour une question-réponse, je préfère garder la séance dernière 19h40. Je vais vous les vidéos lundi. Par exemple, lundi, on ne fera pas cours en ligne. Je vais vous la vidéo lundi. Et on discute la vidéo mercredi. Peut-être qu'on fera un cours aussi avec. Oui, madame. On fait comme ça. Oui. Voilà. Donc, par exemple, je vais essayer de préparer la vidéo lundi. Vous allez la visualiser. Bien sûr, avec la vidéo, on va comme la vidéo lundi, ou la visualiser. Mercredi 9h40, on fait le point sur, et peut-être qu'on entamera autre chose. D'accord. D'accord? Oui. Voilà, donc je pense que s'il n'y a pas de questions, je vais lever la séance. Merci. Voilà, je vous en prie, je vais envoyer tous les liens, c'est-à-dire tous les supports qu'on vient de voir. D'accord.